CEI. Donc, c'est après cette période-là. Donc, la CEI est dans la légalité. Ne voyons pas le côté CEI qui est en déphasage. Non, le contentieux, il y a pratiquement deux phases. Il y a la phase CEI locale et puis il y a la phase maintenant contentieux, juridiction, tribunal, tout ça. Voilà en fait si mon élément de réponse a pu étayer plus ou moins à l'antenne. JK. Donc, il y a Conway qui voulait renchérir sur quelque chose. Conway, vas-y, ouvre Oui, ton micro. merci, merci. Voilà. Bon, concernant d'abord, un big up à Chété qui a été brillant. Voilà, il n'y a rien à dire. Et puis, je continue sur sa lancée pour dire sur la décision du juge au niveau de la surabondance. Le problème du juge, c'est qu'elle s'est fondée ou bien s'est basée sur le fait que M. Thiam avait acquis la nationalité française en étant majeur. Donc, il fallait absolument lui appliquer l'article 48. Ils avaient déjà peaufiné parce que la question, généralement, je n'aime pas discuter du droit parce que je me dis, est-ce que les institutions là, judiciaires sont libres et équitables en Côte d'Ivoire? Donc, quand c'est biaisé, quels que soient les arguments de droit qu'on peut avancer, ça ne peut pas prospérer. Mais en faisant l'exercice quand même, en se disant qu'ils partent sur la bonne voie. Moi, pour ma part, je pense qu'ils avaient déjà fait leur programme pour l'élimination de M. Thiam en se basant sur ce fait qu'il était naturalisé en étant majeur, donc à un certain âge. Donc à partir de ce moment-là, il perd automatiquement la nationalité. Déjà, comme je l'ai dit, même s'il était majeur, pour perdre la nationalité, au moins il fallait suivre la procédure de forme. Donc il fallait que le procureur se saisisse, et il fallait que le décret du ministère public sorte, etc., publié au journal officiel, pour qu'au moins ça se soit acté. Mais peu importe. Ils sont allés sur cette base-là pour dire que l'article 48 s'applique à M. Thiam. Maintenant, ils sont surpris par l'extrait intégral de naissance qui arrive. Peut-être qu'ils ne sont pas surpris, mais ils avaient déjà fait le programme et ils voient qu'il est né par filiation. Donc, on leur oppose la surabondance pour dire que ça ne pose aucun problème. Mais la décision étant déjà prise en amont, il était difficile au juge de revenir sur ce qu'elle avait prévu de décider. Or, la surabondance existe. On ne peut pas dire qu'elle ne le connaisse pas, je ne pense pas. Elle doit le savoir. Parce que la surabondance, comme je te l'ai dit tout haut, c'est une décision qui est arrivée. Tant mieux, mais ça ne pose aucun préjudice à M. Thiam et ce n'est pas contraire à l'acte ou à la filiation de M. Tidiane Thiam en tant que Français. Donc, à ce niveau-là, à partir du moment où ça va dans le même sens, ça ne pose pas de problème ni à la personne de M. Thiam, ni à l'État français, ou de toute façon générale à l'ensemble de la communauté française duquel se réclame M. Thiam. Donc, à partir de cela, la décision qui vient en 87, c'est vrai, elle n'était pas nécessaire. C'est pourquoi on parle de surabondance, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessaire pour justifier de la qualité des Français de M. Thiam. Que cette décision de 87 ait été prise par un juge ou pas, la nationalité de M. Thiam est toujours avérée en tant que Français. Parce que avant, puisque je crois à partir de 93, ça a changé, on est français lorsque l'un des parents est français. Et même si tu n'as pas été déclaré, à un certain âge, à tout moment, je crois jusqu'à 65 ans, si j'ai bonne mémoire à l'époque, tu pouvais aller faire la demande pour te réintégrer dans la nationalité. Tu pouvais aller demander ton passeport, tu pouvais aller demander de te réintégrer, comment on appelle ça même, sur la liste des enfants, enfin, des naissants français, si je peux me résumer ainsi. Et ça, j'ai vu des cas, moi-même personnellement, des personnes qui ont pris les pièces de leurs parents à un certain âge et qui sont allés exiger leur nationalité française. Et ils l'ont eu, et ils ont eu le passeport, et ils ont travaillé avec, ils ont tourné avec. Donc, M. Thiam, il est français de par son père. Les registres le prouvent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à Nantes, où le registre des personnes qui concernent l'AOF là, y était. On a des traces de cela. Et si par la suite, il y a eu une action qui est venue s'ajouter dessus, ça, en principe, ça ne pose aucun problème. Comme l'a dit, c'est pourquoi le terme surabondant est utilisé. C'est un ajout qui n'est pas nécessaire, mais ça ne dérange en rien et ce n'est pas ça qui justifie de sa qualité, mais c'est le premier extrait de naissance qui figure dans les registres français et ivoiriens pour les personnes nées de parents ivoiriens. C'est ça qui justifie de la qualité française de M. Thiam. Donc, c'est sur ces deux motifs. Un, la décision de 87 et puis l'extrait de naissance de 62, je crois, que le juge devait faire un choix. Elle avait déjà, peut-être en amont, prévu de faire son choix sur celui de 87 parce qu'il fallait attaquer le président Thiam en disant que le présentant comme majeur qui a acquis la nationalité ivoirienne, donc l'article 48 peut s'appliquer à lui, pour être dans leur décision qu'ils avaient prévue, juste pour ne pas avoir
comment on peut dire, à se fourvoyer. Donc, elle a négligé expressément, on dit, ne pas reconnaître expressément l'extrait de naissance de M. Thiam ou bien la déclaration de M. Thiam dans les registres français de 1962. Par ailleurs, elle est allée plus loin. Pour se couvrir, elle a dit il fallait envoyer peut-être quelque chose qui justifie de la qualité française du père de M. Thiam. Ça, c'est un élément nouveau. Et il n'y a pas forcément obligation à demander cela, mais elle l'a fait quand même. Mais maintenant, si elle l'a fait, en principe, dans ce genre de cas, le contentieux électoral qui s'est terminé le 20, je ne vois pas où est l'urgence pour que si elle demande cela, elle laisse le temps aux personnes, aux avocats d'aller chercher ce document-là pour le lui amener. Quelle est l'urgence de prendre la décision sur place pendant que tu dois siéger, tu dois donner une décision à partir des pièces, de certaines pièces. C'est une décision qui est aussi capitale que cela. Tu reçois des pièces, tu examines d'autres, on veut aller les chercher, tu dis non, tu prends ta décision, tu rends la décision le même jour. C'était pas sûr. Mais c'est pour dire que les dés étaient déjà pipés. Et comme je l'ai dit, tout ce qu'on fait là, c'est un exercice intellectuel d'analyse. Sinon, en principe, nous savons tous que l'institution judiciaire qui existe là actuellement, il n'est pas libre, il n'est pas équitable. Donc, quel que soit ce qu'on peut faire dire en droit, c'est une institution qui obéit aux ordres. Donc, c'est pas totalement la faute des juges. Moi, souvent, on lance, comme quelqu'un l'a dit, c'est pas forcément la faute des institutions. Aujourd'hui, juste pour terminer une petite parenthèse, il y a des personnes qui se sont fait gruger au niveau des biens immobiliers, comme Bakary, etc. Ils sont allés devant des juges. En dehors de ça, la semaine d'avant, M. Thiam avait eu un autre contentieux où il avait été appelé devant le juge. Le juge a répondu qu'il n'était pas compétent. C'est passé. Avant ça, Komé Bakary, comme je viens de dire là, je crois, je ne sais même pas quelle décision qui a été rendue, mais Komé Bakary, il n'a aucun problème jusqu'à présent. Ce sont des cas qui existent. Les personnes ivoiriennes que nous sommes, souvent nous sommes assez naïfs, parce que on peut utiliser d'autres moyens pour se plaindre, pour revendiquer. Mais dans le cas de M. Komé Bakary, j'ai vu des personnes appeler à l'aide à des ministres, à des institutions, même au président de la République, en oubliant quelquefois que les personnes qui agissent, les juges agissent là, c'est sous ordre de ce pouvoir-là qu'ils agissent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, vous vous retournez vers votre bourreau pour venir vous aider. Un peu comme le syndrome de Stockholm. Vous les appelez même papa ado, papa ceci. Ça ne sert à rien. Si c'était équitable, là, vous n'avez même pas besoin d'appeler parce que vous êtes dans votre bon droit, vous partez au tribunal, le tribunal rend les décisions qu'il faut et qu'ils doivent obligatoirement rendre. Mais c'est parce qu'on n'est pas dans notre bon droit qu'on est obligé de faire comme au village. Ah, papa ado, ah, papa Adjumani, ah, ceci. Et malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. Donc moi, les débats juridiques, analyse intellectuelle, c'est bien pour l'exercice, mais on ne peut pas se fonder sur ça parce que nous sommes dans une particularité en Côte d'Ivoire. Les institutions judiciaires ne sont pas libres. Merci. Merci beaucoup, Conway. Pardon, Franck AKB va parler après Bossa et Benito. Je vais poser une question vite fait. Ça fait un moment que je pose ma question là. Bon, vas-y pour ta question. À qui ta question est destinée? Non, ma question est destinée aux sachants, à tout le monde. D'accord, vas-y pour ta question. Attends, dans ce cas-là, laisse-moi mentionner un truc et puis je vais laisser vraiment. C'est pas Bossa, c'est Fulvin. Non, je sais. Franck va prendre la parole. Il y a Franck Akabe qui est là, ne t'inquiète pas. Il est aussi sachant que moi, ne vous inquiétez pas. Vraiment, c'est le même niveau, si vous voulez. Voilà. Donc, alors, je veux dire, au final, par rapport à ce que Conway vient de dire en chutant, que les décisions, ou sinon la justice n'est pas libre, c'est vrai. C'est pour cela que j'aurais souhaité que les avocats du PDCI aillent à cette, séance avec tous les documents, mais de manière imparable, pour pouvoir contraindre la justice à se confondre, ou sinon à se fourvoyer devant les caméras internationales. Pourquoi? Parce que s'ils avaient ramené la pièce d'identité du père du président Thiam. Pardon. Je pense que, excuse-moi beaucoup de t'interrompre, mais pour moi, c'est pas une com qui en vaut la peine en ce moment bien précis. Nous sommes dans une lutte. Non. Ne pas. Ce qui est passé est passé. Non, je ne pourrais pas te laisser continuer. Désolé, mais je ne pourrais pas te laisser continuer. Il faut pas la com, c'est une com, on ne peut pas aller avec ça, s'il te plaît. Moi, je demande pardon. C'est passé, le procès est passé. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il faut pas être sensible. Vraiment. Et ça, le PDC doit aussi apprendre à accepter aussi, des fois, l'autocritique. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on devient bon. Voilà. Ne faisons pas l'autruche.
Parce que sinon, on va tomber, Au fait, d'avance. c'est pour que les autres puissent parler un peu quand même. Non, moi, Voilà, je faut qu'on Moi, avance. franchement, je te tire mon chapeau, hein, je vais Je descendre. pardon, moi, Je vais je te demande descendre. Faut laisser pardon. les Non, autres, descendre. les autres puis vont il faut parler. laisser, on va, laisse le Non, moi, mais pas que tu descendes, mais il faut laisser. Non, je dois descendre. Je dois descendre. Non, je te pardonne, Je laisse vais le voler avancer là. l'argument que tu lire. veux à lancer là. T'inquiète pas, je vais avancer ça. T'inquiète. Hein. Voilà, je te faut laisser. Si Je te laisse ça, pardon, laissez ça, on va laissez gérer, cette y a pas de histoire-là. problème. En tout cas, dans ce Il cas-là, y a posé une question vite fait. dans ce cas, bon panel, les amis. Demain, je serai là, bien évidemment. Merci beaucoup, Chété. Tu as été brillantissime. Bon, Continue sur je ça. Attends, il y a Flumin qui a une question pour toi, rapidement. Il y a Flumin qui a une question pour toi. Flumin, pose ta question. Il dit Franck AKB peut répondre. Ah, d'accord, ok. Bon, dans ce cas, vas-y, Flumin, pose ta question rapidement. En fait, tournez le panel, s'il vous plaît. Ok, d'accord. En fait, Ma question, elle est simple. Déjà, avant de poser ma question, je vais vite répondre au fait de l'automaticité de la paix de nationalité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que l'article me le dit. Il faut que l'État notifie, il faut que l'État, ils ont 15 ans, il faut que l'État fasse un décret pour te déchoir de ta nationalité. Tant que c'est pas fait, tu restes toujours ivoirien. Ça après, on peut essayer de débattre, on peut essayer de chercher pour voir si ce point-là, est-ce qu'on a raison ou pas. Bon, ça c'est pas ça ma question. Ma question c'est, est-ce que pour s'inscrire sur la liste électorale, je ne dis pas pour être candidat, hein, je demande juste pour l'inscription sur la liste électorale, est-ce que il faut être exclusivement ivoirien ou quelqu'un qui est binational peut s'inscrire? Parce que en fait, l'argument du RGP, c'est que au moment de son inscription sur la liste électorale, il avait encore la nationalité française. Bon, même s'il avait la nationalité française, mais il était encore ivoirien, puisque l'article, parce qu'il n'y a pas de décret de la Côte d'Ivoire qui les déchoue de sa nationalité. Donc, tout ivoirien qui a la double nationalité, est-ce qu'il peut s'inscrire sur la liste électorale, oui ou non? En fait, c'est ça, je veux savoir. Ils disent qu'il avait automatiquement perdu la nationalité Non, en mais 87 automatiquement, c'est pas lorsqu'il a possible. pris la nationalité française. Non, mais automatiquement, En c'est pas fait, possible. en fait, ils se sont fourvoyés. Ils se Les sont gars, complètement on fourvoyés. Les gars, Ils se doucement, sont complètement doucement, fourvoyés. Parce que, doucement, pour doucement, répondre les à ta gars. question, pour répondre à ta question, Kalou Bonaventure, il est hollandais et il est ivoirien. Et il est sur la liste électorale, il est maire, RHDP. Donc, si ça peut répondre à ta question, ça veut dire il ne faut pas être exclusivement ivoirien pour être sur la liste électorale. Voilà, Franck, Merci. Ouais. Claude, si tu permets, je donne la parole à Franck, si tu permets. Mais avant que tu donnes la parole à Franck pour répondre à Fluvien, c'était de lui montrer l'article 6 du code électoral qui disait que la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. Donc la liste électorale est tenue annuellement à jour. Donc c'est pour lui dire quels sont ceux qui étaient capables de s'inscrire sur la liste électorale. On parle d'Ivoiriens et je ne vois en aucun cas l'exclusivité de l'Ivoirien pour s'inscrire sur la liste électorale. On est en droit. En droit, les mots, les thèmes, les expressions comptent beaucoup. S'il vous plaît, arrêtez d'aller dans les panels de green. Moi, je vous demande pardon. Les panels de green où on m'a dit non. Soyez sur des panels où vraiment c'est instructif. On fait sortir des preuves, on fait sortir des choses qui sont factuelles. Mettez-vous à l'aise, simplement. Il y a le code électoral devant moi. Celui qui veut, je peux partager ça, je peux lui montrer l'article. Allez lire aussi les Ivoiriens, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Allez lire aussi, c'est simple. La lecture, on ne paye pas. Aujourd'hui, l'information est publique. Personne, vous allez sur Google, vous allez sur les sites les moteurs de recherche, vous allez voir toutes les informations que vous recherchez. Évitez de rester dans le fanatisme, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Franck, tu peux prendre la parole. Franck, rapidement, avant que tu prennes la parole, je demande à tous ceux qui sont en bas, continuez de tapoter. Il y a Franck qui va parler. Et si vous avez apprécié Chété, c'est le même level. S'il vous plaît, continuez de tapoter. Parce que là, tout le monde a arrêté. Je ne vois aucun cœur. Et c'est pas logique. On a plus de 140 personnes et personne ne tapote. Donc, prenez rien que 30 secondes pour tapoter, s'il vous plaît. Merci. Franck, vas-y. Ok, avant que Franck ne prenne la parole, Franck, avant une minute. Ok, pardon, s'il y a des gens que tu trouves vraiment bien qui peuvent monter à ma place, tu me fais descendre, ils vont monter. Dans le cas contraire, ils seraient contraints de rester pour le moment. Je ne veux pas avoir de carreau vide ici. Oui, reste pour le moment et puis on va faire monter au fur et à mesure. Reste pour le moment, s'il te plaît. Merci, allez-y. Salut à tous. J'ai attendu. Il y a ma fille même qui s'est réveillée pour le coup. Mais je vais essayer d'être bref. J'ai vu que Chété, c'est mon cousin, hein, c'est mon petit cousin. J'ai vu que Chété a fait un cours magistral ici. C'est très très bien. Moi, il y a deux choses d'abord que je voulais dire. Je vais d'abord commencer par Fubin qui posait sa question. Oui, c'est complètement possible d'être binational et d'être sur la liste électorale. La preuve, une des preuves même, c'est Jean, oui, c'est bien.
C'est Jean-Louis Billon. Hein. Jean-Louis Billon, il est né franco-ivoirien, donc il est sur la liste nationale. Il n'a pas de souci à ça. Hein. Et deuxième élément, c'était par rapport à cette fameuse notion de surabondance. Je crois que Chété a pu donner tous les éléments qui le prouvaient. Et je vais même aller dans son sens parce que dans son exposé, il avait pu dire que l'administration peut faire des erreurs. Et c'est pour ça que l'administration aussi et on va dire les différentes lois aussi disposent d'éléments pour pouvoir rectifier le tir. Il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire et il avait raison parce que c'est un sujet que j'ai abordé depuis décembre 2024. Il y a en droit français, il y a ce qu'on appelle la requalification. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne savait pas pour l'une ou l'autre des raisons, qui ne savait pas qu'il était français par filiation, donc de par un de ses parents, s'il se voit naturalisé même par décret, il peut aller demander à l'État français de se voir requalifier son mode d'acquisition de la nationalité. Ça s'appelle la requalification. C'est bien écrit, hein. Voilà, j'ai le truc devant moi. En droit français, une personne qui a acquis la nationalité par décret de naturalisation et découvre ensuite qu'elle était française de naissance par filiation, parce qu'un de ses parents étant français, peut faire rectifier son mode d'acquisition. Elle devra prouver qu'elle était française dès la naissance, par exemple l'acte de naissance du parent, preuve de nationalité de ce parent. La démarche consiste à demander une rectification de son certificat de nationalité ou à obtenir un nouveau certificat reconnaissant qu'elle est française d'origine ou non par naturalisation. Donc c'est juste pour dire que tous ces intellectuels qui sont en train de feindre de ne pas comprendre que quelque chose peut arriver par surabondance, ce truc-là vient directement battre en brèche tout ça. C'est-à-dire que l'administration et l'État sait qu'on peut faire des erreurs et donc ils disposent de dispositifs pour pouvoir rectifier le tir. Dès l'instant qu'on met un dispositif pour rectifier le tir, ça veut dire qu'on reconnaît que la chose peut arriver. Donc c'est juste d'abord pour éclairer la lanterne sur ces questions de surabondance. Et en effet, il y a quelqu'un qui l'a dit, et ça c'est vrai. Je crois que les avocats du président aussi auraient été de bons conseils de dire qu'il fallait bien requalifier la nationalité avant de libérer la nationalité française. Ça aurait eu un impact de choix parce que le président aurait pu fournir un certificat de nationalité même français. Mais ce n'est pas forcément ça le problème. C'est pas forcément ça le problème. Parce que le code de la nationalité française, et je crois que Conway l'a si bien dit, le code de la nationalité française, en son article 18, dit est français. On dit bien est français. Donc la qualité de français, tu l'as déjà, est français, toute personne née d'un parent français. Et dès cet instant-là, tu possèdes cette qualité-là qui te suit. Que tu aies fait la demande pour avoir tes papiers, que ce soit ta carte nationale d'identité ou tout ce qui est afférent, ça c'est autre chose. Parce que au moment, la personne peut vivre avec une autre, on va dire, d'autres pièces d'identité jusqu'à sa majorité, jusqu'à ses 50 ans, etc., etc. Et puis à un moment donné, se dire, écoutez, je sais qu'un de mes parents est français, donc je reviens redemander mes éléments, que ce soit papier et tout ça, pour se faire réintégrer. Le mot était lâché tout à l'heure. Maintenant qu'on va arriver sur le cas de Tidjane Thiam et cette espèce de simulacre de procès qui s'est passé dernièrement, j'ai bien apprécié un truc sur Facebook. Il y a une personne qui a fait un déroulé par rapport à la nationalité de Tidjane Thiam que j'ai trouvé drôle et je vous partage ça pour que vous essayiez de voir aussi avec moi. Alors la personne disait, excusez-moi hein, parce que comme je disais, heureusement j'ai tellement entendu que ma fille s'est réveillée en même temps. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, il a fait un déroulé qui m'a paru très très intéressant. Il disait l'article 48, non, c'est même pas ça. Attendez, hop, voilà, c'est ça. Voilà, je tombe dessus. Il dit, si on veut comprendre le raisonnement de l'État ivoirien, de 1962 à 86, il est ivoirien. En 1987, il devient français. Donc, selon la loi de l'article 48, il a perdu sa nationalité ivoirienne automatiquement. Il le met entre guillemets. Il est devenu exclusivement français. En 2022, il s'inscrit sur la liste électorale en tant que français, selon vous. Pour le faire, il utilise des documents ivoiriens émis par l'administration ivoirienne. En mars 2025, il renonce à sa nationalité française en présentant à la France des papiers ivoiriens obtenus par l'administration ivoirienne, vérifiés par l'État français auprès de l'administration ivoirienne qui certifie que le document provient d'eux. Donc, il reconnaît que la personne en question fait partie de sa communauté. Et oui, on lui donne un certificat de nationalité. Ouais. Donc, en avril 2025, la justice dit qu'il n'était pas ivoirien quand il s'est inscrit en 2022.
et rejette du coup le fameux certificat de nationalité. Aujourd'hui, vous dites qu'il est toujours ivoirien, parce que quand vous regardez la majorité des gens du RHDP et d'autres personnes qui sont en train de dire ah non, 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 aujourd'hui on ne lui dénie pas le fait qu'il soit ivoirien, il est ivoirien. Donc, il dit aujourd'hui vous dites qu'il est ivoirien, qu'il n'est pas apatride. La question c'est, au vu de la chronologie des faits, à quel moment il est redevenu ivoirien? Parce que là maintenant on se pose des questions. Vous dites qu'il était français au moment où il s'inscrit sur la liste électorale. Le document qu'il utilise pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale est le même document qu'il présente à l'administration française pour prouver qu'il est ivoirien. Ce document est vérifié par l'administration française auprès des autorités ivoiriennes qui le reconnaissent dans sa communauté et du coup la France le libère. Et vous sortez, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous sortez dans le dos et vous dites que non, le certificat même en question là, nous on le remet en cause. Vous voyez, on est dans c'est une fumisterie qui ne dit pas son nom. C'est juste qu'aujourd'hui, on a décidé d'être jusqu'au boutiste et de permettre à seul le président Alassane Draman Ouattara d'être le maître des horloges pour pouvoir décider, donc avoir le pouvoir de vie et de mort sur l'ensemble des opposants. Quelqu'un le disait tout à l'heure, pourquoi quand la juge elle dit qu'il y a une insuffisance de preuves, parce que c'est le terme, qu'il y a une insuffisance de preuves pour prouver que le président Tidiane Thiam est français. Pourquoi elle ne donne pas du temps pour pouvoir revenir donner les documents? Ce qu'il faut savoir, c'est que les procédures dans le contentieux, c'est ultra rapide. Hein. Donc le juge il est saisi en 48 heures, il doit donner un verdict dans les 5 jours qui suivent. Donc on arrivait au bout des 5 jours. C'est pour ça que ça reste dommage de traiter de la nationalité dans ce genre de procès-là, parce que c'est un procès où le jugement devient irrévocable. Il est insusceptible de recours. Et c'est pour ça aussi que vous comprenez que même le député Assalé, il a pu le démontrer que dans d'autres cieux, quand lui il a fait une demande de radiation, le juge qui était saisi, donc le juge du contentieux, s'est jugé incompétent. Parce que c'est ce qui est vrai. On ne peut pas venir sur une procédure accélérée de la sorte, venir juger de la nationalité ou bien de la qualité d'ivoirien d'une personne. C'est ce que nous, on a vu au final. Donc, on est dans un simulacre de procès. Aujourd'hui, on tombe dans ce genre de situations qui font que le président Alassane Ouattara se conforte dans sa position de fort et il ne peut arriver que, on va dire, un dialogue politique ou des arrangements politiques qui vont redonner ou bien qui vont permettre de pouvoir réintégrer l'ensemble des opposants, sur la liste électorale. C'est à ça qu'on voulait en venir. Et donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara peut jouer la montre. Il peut décider de le faire en juin, il peut décider de le faire en juillet. Et plus on s'étire, plus on crée des discordes auprès de l'opposition qui va commencer à se taper dessus parce qu'à un moment donné, on va dire, mais finalement, on peut pas rester comme ça. Il faut bien qu'on ait un plan B, il faut bien qu'on ait un plan C. Et donc, ça commence à créer des dissensions maintenant auprès du PDCI-EDA qui va commencer à réfléchir. Et donc, les partisans vont commencer à se taper dessus. Et donc, aujourd'hui, c'est tout le plan machiavélique. Et je le dis toujours que Alassane Ouattara, il doit être un vrai adepte de Machiavel. Mais c'est tout le plan machiavélique qui est mis en place aujourd'hui pour qu'à la fin, on ait une opposition qui soit complètement éclatée et puis on s'assure maintenant une victoire. Donc voilà, c'était mon apport dans le débat et puis je suis ouvert à certaines questions aussi si des personnes en ont. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Franck, merci beaucoup. Ok, merci. Je vais prendre un peu la parole pour éviter que l'algorithme jette. Oui, alors je viens de faire passer une affiche là rapidement. Demain 15h, analyse juridique de la décision du tribunal de premier instant d'Abidjan, qui vient de mettre une jurisprudence unique qui va priver des milliers d'Ivoiriens de leurs droits sur la nationalité. Donc ne manquez pas ce panel demain à 15h pour pouvoir débattre dessus, poser les questions à notre invité. Voilà, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Vous avez Benito sur le live, vous avez Franck Akabé sur le live. Tapotez, Konou est là, tapotez le live. Je vois que mon frère Amewola Zoku est là. Le niveau sera très très serré. Donc tapotez pour pouvoir permettre de pouvoir discuter. Merci. Je vais faire mon micro. On va arrêter un peu les questions. Alors excusez-moi, Flebin, on va arrêter un peu les questions parce que je veux bien attendre l'argumentaire de Benito. On va lui accorder quelques minutes. Il va nous dire ce qu'il pense de cette situation, s'il vous plaît. Code, je te laisse gérer. D'accord, Benito. Franchement, tu vois la situation et moi je te suis, hein.
Je vois tes vidéos, je vois tes sorties qui sont très pertinentes. Je vois également que tu es dans un argumentaire très cohérent. Ça, j'admire, j'adore. Et ce jour, je suis très content de partager ce panel avec toi. Le panel Merci. du doyen Bitignon, franchement, qui était un panel de haut niveau. Et c'est ce qui fait que, tellement que c'est haut niveau, on a des personnes d'un certain niveau comme toi qui vraiment, qui sont dans ce panel-là. Donc, ouvre ton micro et Et oui, fais-nous pas montre ouvert. de ce que tu sais faire. Et vas-y, allume la Mm. télé, comme on sait si bien le dire. Bien, bonjour tout le monde, rebonjour à ceux qui viennent de monter. Benito, Oui, oui. excuse-moi de t'interrompre. Tu vas allumer la télé, il est pas normal que nous ne soyons qu'à 115 cas. Ça n'est pas normal. Il faut qu'on remonte à 120 au moins avant que tu n'allumes la télé, sinon on va la laisser éteindre cette télé. Donc on demander aux gens de tapoter. Il faut monter jusqu'à 120 cas minimum. Sinon, ben, la télévision, on va faire un délestage. Comme on en est habitué à Abidjan, on va faire un délestage. Donc, tapotez s'il vous plaît. On fait monter Les jusqu'à gars, c'est pas un 120 exercice difficile, hein. C'est pas un exercice difficile. avant, Vous avez déjà prouvé. avant. Allez. Et puis surtout, il faut envoyer des cadeaux aux panélistes parce que bon, ils prennent de leur temps, ils viennent nous expliquer des choses. Donc, il faut faire des cadeaux s'il vous plaît. Donc, on tapote, on remonte. Voilà, on est à 117. Il reste plus que 2 cas. Il faut tapoter. Donc, on va demander, voilà, il y a 160 personnes. Donc, tout le monde tapote pendant 30 secondes. Voilà, Benito, tu peux allumer la télé, s'il te plaît. Bien, rebonjour tout le monde. Je pense que peut-être ce que je vais dire va fâcher un peu, mais bon, on est dans le cadre d'une discussion et je pense que il y a, il y a des personnes ici qui pourront bien entendu éclairer la lanterne de tout un chacun au vu des questions que je vais émettre. Donc là, je commence par une question. Est-ce que le président Tidiane Thiam s'est réellement préparé en tout état et en toute connaissance de cause de la gestion politique actuelle qu'on a en Côte d'Ivoire? Moi, c'est par cette question-là que j'aimerais rentrer. Au vu du procès qu'on a dans lequel on a plongé le président Laurent Gbagbo, au vu du procès qu'on a plongé dans lequel on a plongé Guillaume Soro, au vu du procès dans lequel on a plongé Charles Blé Boudé et au vu de toute cette panoplie d'injustices qu'il y a en Côte d'Ivoire, est-ce que le président Tidiane Thiam s'est lui-même préparé? Est-ce qu'au PDCIRDA, toutes les questions aujourd'hui qu'on a devant nous, est-ce qu'ils ont pris le temps de discuter en profondeur de toutes ces questions-là, surtout dans le cas du président Tidiane Thiam? On a vu les questions qui ont été suscitées lorsqu'on a parlé de la candidature de monsieur Guy Kaoué à la tête du PDCIRDA, disant que oui, il y avait des condamnations, il y avait ceci, il y avait cela pour certaines autres personnes, et que c'était plus facile pour le RHDP d'éliminer la candidature de Guy Kaoué que celle de Tidiane Thiam. Est-ce que les questions ont été réellement posées? Je veux bien être d'accord avec tout le monde sur le fait que nous n'avons pas de justice libre en Côte d'Ivoire et qu'il y a plusieurs preuves pour attester cela. Mais je pense que quand on veut être candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire face à des gens qui ne se sont pas gênés pour prendre des armes, pour prendre le pouvoir, et que comme aujourd'hui on les surnomme les ados-moutons, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne font pas preuve de réflexion et qui ne lisent pas le droit quand il faut le lire réellement. Est-ce que le président Tidiane Thiam a réellement analysé, s'est réellement préparé avant de descendre sur le terrain? Parce que quand tu vois que la plupart des adversaires politiques se sont tous fait éliminer par des décisions judiciaires et que tu connais ton cas, est-ce que tu t'es réellement préparé? On va rentrer dans le fond du sujet. Comment se fait la naturalisation française? Est-ce que c'est la France qui vient te voir pour te demander de te faire naturaliser? Est-ce que c'est toi-même qui entame les démarches? Comment est-ce que ça se passe? Dans le cas général, il faut être majeur. Depuis de 18 ans, il faut résider en France. Il faut justifier que tu connais bien l'histoire française, que tu connais la culture française, que tu parles bien le français et que tu as un diplôme en France, ou bien tu as des aptitudes, bien entendu, qui nécessitent le fait que tu dois ou bien tu peux être naturalisé. La naturalisation ne se fait pas comme ça. Il y a des gens qui font la demande, qui n'ont jamais de réponse. Il y a des gens qui font la demande, qui passent les tests et qui échouent. Donc, comment s'est fait la naturalisation du président Tidiane Thiam? Est-ce lui qui a fait la demande? Est-ce quelqu'un d'autre qui a fait sa demande? Est-ce lui qui allait, bien entendu, justifier qu'il est majeur, justifier qu'il parle bien le français, qu'il connaît bien la culture française et qu'aussi qu'il connaît l'histoire de la France et qu'il parle bien le français? Est-ce que c'est lui qui a entamé ces démarches ou c'est quelqu'un d'autre qui a entamé pour lui? Moi, la question que je me pose,
c'est que moi, par exemple, j'ai un enfant français. Quelle est la nécessité pour que l'État français va venir un jour voir mon enfant ou lui demander de se faire naturaliser français? Quelle est la nécessité? Après, on peut dire oui par surabondance. Mais moi, je pense que Tidiane Thiam, moi, c'est la première fois que moi j'entends qu'on se naturalise par surabondance. Excusez-moi mon ignorance, mais c'est la première fois que j'entends. Est-ce qu'on n'a pas des cas comme Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire? Oui, on en a. Jean-Louis Billon, comment il s'appelle? Michel Gbagbo, pour ne citer que ceux-là. On a des cas comme monsieur Tidiane Thiam qui sont nés de parents français. Est-ce que eux ils se sont fait naturaliser? Est-ce que eux aussi ils ont eu la naturalisation par surabondance? Voici les questions qu'on est en train de se poser. Donc, pour revenir là-dessus, c'est que le président Tidiane Thiam était au courant de ces faits-là. Il n'ignorait pas, il ne peut pas venir nous dire qu'il ignorait l'article 48. Je vais vous faire une petite histoire du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est allé en exil, du temps du président Félix Houphouët-Boigny, il avait demandé à avoir le statut d'exilé politique en France. Et ce statut lui avait été refusé parce que la France disait que il n'y avait qu'un parti unique en Côte d'Ivoire et que c'était pas nécessaire d'accorder le statut de réfugié politique à un opposant parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition politique en Côte d'Ivoire. Et c'est lorsque le président, à la place de lui donner le statut de réfugié politique, ils lui ont demandé de se naturaliser français. Parce que rappelons qu'à cette époque, le président Laurent Gbagbo avait une femme française, la mère de son fils Michel Gbagbo, et aussi avait un enfant français. Donc il remplissait les conditions pour un petit rappel en France pour se faire naturaliser par affiliation de mariage. Il faut être marié à une femme française pour que votre mariage dure plus de 4 ans. Il faut être sur le territoire français pour demander la naturalisation. Ce qui était le cas, bien entendu, du président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a refusé. Il a refusé de se faire naturaliser français. Parce qu'il était dans une démarche politique. Parce qu'il était dans cette démarche politique, le président Laurent Gbagbo a refusé de prendre la nationalité française. Et c'est lorsque le président Félix Houphouët-Boigny a déclaré que lui, il garde son argent en Suisse, c'est là maintenant que la France a dit, OK, donc Gbagbo, on va te donner le statut de réfugié politique. Et c'est là maintenant que la France a donné le statut de réfugié politique au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, doutait-il de l'article 48? Oui, il savait qu'il y avait l'article 48 qui l'attendait. Et que si jamais il prenait la nationalité française ou qu'il se naturalisait, bien entendu, il allait tomber sur le coup de l'article 48. Donc, il s'est préparé. Il savait qu'un jour, cet article 48 allait lui causer des problèmes si, bien entendu, il a des ambitions de devenir président de la République. Parce qu'il remplissait toutes les conditions, comme Tidiane Thiam à l'époque remplissait toutes les conditions pour prendre la nationalité française. Donc, est-ce que au vu de toutes ces questions que j'ai posées, sans toutefois blâmer le président Tidiane Thiam, sans toutefois défendre la décision de justice, comme je l'ai dit tantôt, le président Tidiane Thiam a pu assister, même s'il était au loin, mais il a pu assister quand même à tous ces trucs-là, comment on appelle ça, à toutes ces choses où, bien entendu, le RHDP utilise la justice de sorte à pouvoir balayer les différents candidats aux élections présidentielles. Est-ce que le président Tidiane Thiam était ignorant de ce fait-là? Quelles sont les mesures qu'il a prises de sorte à ce qu'il se retrouve à 6 mois des élections présidentielles pour venir renoncer à sa nationalité française? Donc c'est toute une panoplie de questions que je pose, que bien entendu, je ne souhaite pas soulever la polémique, mais ce sont que des questions et je laisse la main libre à ces différents panélistes de pouvoir nous aider à comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benito. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un instant, si tu permets. Attends, j'ai balisé. Il y a balisé d'abord. Il y a balisé d'abord. Non, je vais baliser pour ça. Attends, s'il vous plaît, il y a balisé. S'il vous plaît, vous allez intervenir aux différentes questions, aux différentes interrogations posées par Benito. Mais de grâce, ne faites pas un comparatif parallèle à l'opposition. S'il vous plaît, je vous demande pardon, humblement pardon. Ne faites pas un comparatif parallèle à l'opposition. Dans le style, je ne souhaite pas ça, s'il vous plaît. S'il te plaît. Moi, il y a Améola qui vous souhaite prendre la parole. Je pense qu'il va répondre à ta question. Mais en fait, pour répondre à ta question, je veux poser une autre question. Je vais te poser une autre question. Aujourd'hui, nous avons certains de nos jeunes frères qui vont étudier en Europe. Et quelquefois, on sait tous que étudier en Europe, ça coûte trop cher. Et quelquefois, pour réduire les coûts,
ben, ils ont la possibilité de se faire naturaliser. Et je prends même le cas de nos vaillants footballeurs qui sont tous, qui ont tous la double nationalité parce que, justement, en Europe, les clubs, les différents clubs ont un certain quota de joueurs étrangers qui peuvent embaucher. Donc, ce qui fait que s'ils ne sont pas naturalisés, ne peuvent même pas pratiquer leur métier. Est-ce que ceux-là n'ont pas la légitimité de pouvoir un jour retourner dans leur pays et exercer des droits dans leur pays? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des ambitions dans leur pays? C'est une question aussi que je laisse ouverte. Et puis, je vais donner la parole à Meola qui souhaite certainement intervenir. Merci. Oui, mais après Améola, on va donner à Borsal. Après, écoutez-moi. Après Améola, on donne la parole à Borsal et je vais devoir intervenir pour argumenter sur ce que vient de dire Benito, parce que c'est très, très, très important ce qu'il a dit. Merci. Moi, également, je souhaiterais intervenir, mais bon, je vous laisse la latitude d'abord de pouvoir intervenir et puis après, je vais donner mon mot. Ok, donc on y va. Améola, ouvre ton micro. Oui. Si tu as des éléments à apporter, c'est pas forcément visé. Hein. Benito, c'est des interrogations, comme tout Ivoirien, comme toute personne peut se poser. Donc, c'est pas certainement visé. Ne t'adresse pas personnellement à lui, mais réponds de façon large à tout Ivoirien qui souhaite l'entendre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Bon, c'est un débat, hein, donc forcément, on peut répondre aux questions des personnes directement. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que la question qui a été posée par M. Hackett, moi je dis, l'objectif définit la démarche. Si quelqu'un, pour le football, il sent la nécessité de devenir français, irlandais, canadien, il faut que, quand il pose l'acte, il soit sûr que son acte-là répond à ses objectifs. Il ne faudrait pas poser des actes aujourd'hui et demain, quand ça ne convient pas maintenant, venir s'en plaindre. Non, moi je suis légaliste. Et ne laissez pas croire aux gens aussi que le seul moyen pour contribuer à l'essor de son pays, c'est d'être président. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs binationaux, bien des Ivoiriens de naissance devenus français ou étrangers qui viennent réinvestir au pays et qui se sentent bien. Voilà, ils participent quand même à l'essor du pays. Donc pour moi, la question n'est pas là. La question c'est, est-ce que le droit a été respecté? Et pour moi, c'est problématique parce que j'ai l'impression que dans la communication du PDCI, il y a beaucoup plus de victimisation que de décortiquage même du processus. Et j'ai tellement mal quand je vois ça. Je vous assure, frère, quand j'ai écouté les trois interventions de M. Thiam, je me suis dit que M. Thiam n'est pas conseiller. Parce qu'on te dit que tu subis une loi. Et l'argumentaire que tu sors, c'est que la loi, là, tu l'ignores et que 99% des Ivoiriens l'ignorent. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il a dû dire, ça veut dire que d'abord, la personne, le juge, n'était pas habilité à faire ce boulot-là. Deuxième argumentaire, il dit que, ensuite, pour ce cas de procédure-là, ce qu'il fallait faire encore, il fallait que le procureur se saisisse de l'affaire. Ce n'a pas été le cas. Voilà, maintenant, au départ, c'était dit que l'article 48 le concernait lui. Et maintenant, après ça a changé, on dit non, que ça ne le concerne pas. Mais là aussi, il faut taper dessus pour dire, bon, c'est sur la base de quel article que M. Thiam est concerné par l'histoire. Mais on laisse ça, et puis on dit que bon, c'est comme ça, c'est que en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes seront victimes, tout et tout. Mais non, aucun voleur ne peut s'asseoir dans le commissariat de police et dire non, pour qu'on m'arrête. Parce que d'ailleurs, là, il y a plusieurs voleurs. Non, ça ne se dit pas. Voilà, ça, pour moi en tout cas, c'est déplacé, puis c'est un peu gênant. C'est aussi gênant que, en qualité de candidat pour la présidence de la République, tu puisses dire que tu ignores une loi, et pas laquelle, la loi d'un code, de la nationalité. Pour moi, ça ne se fait pas. Et c'est des écarts. J'aurais préféré que M. Thiam et toute l'équipe du PDCI puissent tabler sur les insuffisances dans le respect de la procédure, la qualité de ceux qui ont dit le droit. Là, ça aurait pu faire bim. Voilà, maintenant, je finis sur ça, hein. Juste dire que, en plus de ça, il faut que M. Thiam revienne en Côte d'Ivoire. Pour moi, en tout cas, il n'aurait pas dû partir du pays. Il aurait dû rester au pays pour les pousser à affirmer de façon claire qu'il n'est plus ivoirien et qu'il n'a plus droit à des pièces d'identité ivoiriennes, il n'a plus droit à ses nationalités, à la CNI et consort, au passeport ivoirien. Qu'il parte lui-même avec caméra, des personnes, tout et tout, dans un palais de justice et demander un certificat de nationalité pour les pousser à l'erreur. Pour moi, c'était ça. Les pousser à l'erreur. Ça veut dire le jeu dans lequel il veut jouer là, il les pousse à l'erreur. Il prend encore des personnes, il va à l'aéroport, il dit bon,
vu que les gens disent que je ne suis pas ivoirien, je vais voyager en tant qu'Ivoirien. Et il va pointer à l'aéroport pour les pousser à bout, pour les pousser à l'erreur. Voilà, ça c'est des actes combatifs. Mais se limiter à dire que oui, ils ont peur de moi, pour moi, franchement, ça ne compte pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. D'accord, merci. Ameoula, je vais essayer de répondre plus ou moins à ta première préoccupation, qui était de savoir que les avocats, les conseils du président Tidiane Thiam devaient s'appesantir sur un certain nombre de domaines. Je t'explique. D'abord, sur la forme, il y a eu 5 objets que le conseil du président Tidiane Thiam a évoqués. Si on parle du cas de la nationalité, le juge qui est censé gérer le problème du contentieux n'est pas compétent. Ça, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Le juge qui est censé gérer ce problème n'est pas compétent. Ce cas-là, ce projet-là a été balayé en brèche. Elle a jugé uniquement que sur le fond. Le fond qui concernait quoi? La nationalité, qu'il avait perdu systématiquement sa nationalité après 87. Donc, je pense qu'il va falloir plus ou moins nous aussi s'informer avant de pouvoir plus ou moins prendre la parole sur les panels pour pouvoir se détailler en fait. Sinon, il y a eu effectivement cette dénonciation de la part du conseil des avocats du conseil du président Tidiane Thiam. Effectivement. Donc, nous allons avancer avec Borsai qui voulait intervenir. Borsai, est-ce que tu veux intervenir? Si tu veux intervenir, moi je vais répondre plus ou moins à Benito qui disait que est-ce que le président s'est apprêté? Non. Alors, Borsal, si il prend ses 3 minutes, puis je vais développer, s'il vous plaît. D'accord, ok. Sinon, moi, je voulais dire quelque chose à ce niveau-là. Merci, Bitignon. Pour répondre à Benito et prendre mes 3 minutes de parole, je vais commencer par un cas pratique qui s'est déroulé et dont j'ai les pièces à ma possession. Un Ivoirien français qui est même encore proche même d'un certain nombre d'autorités que je ne vais pas citer, qui est français lui-même, qui épouse une Ivoirienne et le couple vit sur Yamoussoukro. Ils ont 2 filles. Sauf que le français, le père, qui naturellement devait déclarer les 2 naissances de ces 2 filles au consulat de France à Abidjan, ne l'a pas fait. Il les a plutôt déclarées à la mairie de Yamoussoukro. Pourtant, il est français, le père. Et il s'est trouvé que le père avait entamé la démarche de la déclaration de ces 2 filles au consulat de France à Abidjan, Plateau. Et entre-temps, le père, il tombe malade, il est évacué en France, il décède en France et il est enterré en France. Et la maman des filles entame la démarche pour demander le certificat de nationalité de ces 2 filles au consulat de France. Le consulat, dans la démarche, écrit à la mairie de Yamoussoukro pour produire les copies intégrales des deux filles. Et il se trouve que les copies intégrales que la mairie de Yamoussoukro envoie au consulat n'ont pas été signées par l'autorité déclarant. Et le consulat rejette la demande de certificat de nationalité. Donc, du coup, comme le consulat ne reconnaît pas la nationalité française des enfants, des 2 filles, les 2 filles intentent une procédure judiciaire auprès du tribunal de Paris. Parce qu'en la matière, quand la demande de certificat de nationalité est refusée à l'étranger, le tribunal qui est compétent, c'est le tribunal de première instance de Paris. Donc, elles intentent une procédure judiciaire. Entre-temps, vu que la procédure, elle dure, elle prend du temps, les filles, elles arrivent en France par les moyens que nous connaissons tous. Arrivées en France, les filles, elles font une demande de naturalisation. Sauf que la demande de naturalisation, elle marche. Les filles sont françaises. Mais entre-temps, le tribunal de première instance de Paris statue et sort une décision reconnaissant que, parce qu'entre-temps, les filles ont écrit au tribunal de Toumoudi. Le tribunal de Toumoudi a mandaté la gendarmerie de Toumoudi pour aller faire une enquête à la mairie de Yamoussoukro pour déterminer les circonstances dans lesquelles les registres n'ont pas été signés.
Et après l'enquête, les gendarmes ont écrit au procureur de Toumoudi. Et le procureur a sorti une décision. Et cette décision a été mise dans le dossier des filles pour la procédure en appel au tribunal de Paris. Les filles, elles sont naturalisées entre-temps. Le tribunal de première instance de Paris sort une décision reconnaissant leur nationalité française. Donc, elles doivent se faire établir un certificat de nationalité. Voici les filles qui se retrouvent avec deux statuts. Elles sont naturalisées françaises et elles sont françaises par filiation avec un certificat de nationalité. Dans quel cas de figure nous sommes? Est-ce une surabondance ou une erreur de justice? Ou dans quel cas de figure les deux filles aujourd'hui qui vivent en France, elles sont? J'ai les papiers et c'est moi qui ai suivi la procédure. La mère m'a contacté, puisque, entre temps de parenthèses, j'ai eu à faire un stage à Nantes dans le cadre de mes études que j'ai faites ici. Et donc, voilà. Dans quel cas de figure elles sont? Non, mais moi, je pense que si tu es français. Oui. Si tu es... Non, j'arrive, attends. Benito, attends. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, j'ai mon cousin Germain qui travaillait à Bureau Veritas à Abidjan. Ingénieur électrotechnique, électromécanique. Bureau Veritas l'envoie en France. Après son master en maths, physique, chimie, technologie, où il travaille à Bureau Veritas l'envoie en France pour un diplôme d'ingénieur. Il finit le diplôme d'ingénieur, il est majeur. Il va faire son stage à Total. Total décide de le garder. Et Total, en le gardant, Total entreprend des démarches pour lui, d'abord, pour qu'il reste en France et pour pouvoir lui signer un CDI. Aujourd'hui, il travaille sur une plateforme pétrolière. Il est français parce que c'est Total qui a pris tout en charge. Il est français aujourd'hui, il travaille sur une plateforme pétrolière en Angola pour le compte de Total. Mais quand il quitte Abidjan et qu'il est arrivé en France, il n'a pas fait de demande de certificat de nationalité française, ni de naturalisation, mais il est français aujourd'hui. Troisième élément, en France ici, il y a un certain Amadou Gassaba ou quoi, qui a eu à sauver des filles dans le cadre C'est de lui que je voulais parler, bon, ça, c'est de lui que je voulais parler, vas-y. Voilà, Amadou Gassaba, qui a eu à sauver des filles lors d'un incendie. Il n'avait même pas le titre de séjour français, il n'avait même pas un titre de séjour. Le gouvernement français, pour l'acte qu'il a posé, l'a naturalisé français. Sans même qu'il ait suivi la procédure de naturalisation. Appel vocal en 30. Amadou Gassaba est devenu français. Je continue encore. J'ai un proche de moi-même qui vous parle, qui a été ministre dans le gouvernement Gbagbo en 2002, qui est diplomate, ministre, ambassadeur et tout ça, qui a fait l'école de diplomatie à Paris, ici, et l'école de mine à Paris, à qui les Français ont poursuivi pour lui donner la nationalité française pour qu'il reste ici, pour enseigner à l'école des mines. Il a refusé, il est en Soma à Abidjan. Il fut ministre dans le gouvernement du président Gbagbo Laurent. Pour te dire que le gouvernement français, quand il détecte en toi des capacités ou des valeurs pouvant permettre à l'État français de pouvoir prospérer sur un point, peut te courtiser, te faire des propositions en ce qui concerne la nationalité française. Et puis pour le président Tidjane Thiam, n'oublions pas que lorsque le col des mines défilait sur les Champs-Élysées, c'est lui qui était le porte-drapeau. Et on ne peut pas être porte-drapeau. C'est pas l'école de mines à cette époque. Borsal, c'est pas l'école des mines, c'est Polytechnique. Polytechnique, du moins à Polytechnique, être le porte-drapeau, c'est symbolique. C'est très symbolique. Et donc, l'un dans l'autre, la naturalisation du président Tidjane Thiam a pu se faire comme lui-même il a expliqué et comme cela a pu... voilà. Maintenant, troisième élément. Tu vas sur Wikipédia. Tu as toutes les informations sur le père du président Tidjane Thiam, franco-ivoirien. Moi-même, j'ai fait une demande à titre personnel à l'état civil de Nantes sur l'acte de naissance du papa de Thiam. Tout le monde peut le demander. Ils vont te l'envoyer. Et tu vas voir qu'il est français, c'est mentionné français dessus. C'est mentionné français dessus. Pour dire que le président Tidjane Thiam se soit préparé depuis 90 ou 87 ou 1980, le pouvoir en place n'est pas prêt à affronter n'importe lequel des opposants qui peut lui permettre de perdre le pouvoir.
Tout à l'heure, tu prenais le président Laurent Gbagbo en exemple. Mais tout Ivoirien, même tout homme sensé, sait que la condamnation de 20 ans du président Laurent Gbagbo est faite pour l'écarter. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo aurait pu faire? Rien du tout. Tu n'as pas me dit que le président Gbagbo n'a pas anticipé. En allant prendre l'argent de la BCEAO, il connaissait les conséquences. Mais il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait résoudre un problème ponctuel qui s'est posé. Le président Laurent Gbagbo a bien réfléchi en demandant à Katina d'aller déverrouiller les codes de la BCEAO. Parce qu'en t'entendant parler, si on fait le parallélisme de forme avec le président Thiam, on dirait que le président Laurent Gbagbo n'a pas réfléchi au moment où il partait déverrouiller la BCEAO. Si le président il a été président de la Côte d'Ivoire, il connaît comment la BCEAO fonctionne. C'est qu'on ne s'introduit pas à la BCEAO sans conséquences. Mais il a fait. Il connaissait les conséquences. Et les conséquences sont là aujourd'hui, 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO. On ne va pas dire qu'il ne le savait pas. Mais on sait tous que c'est faux. C'est juste fait pour l'écarter. Donc, le problème, il est posé. Cherchons à savoir comment on en sort. Pour X et Merci, pour Y. Bossal. Merci beaucoup. Comment on en sort pour X et pour Y? Sinon, on sera tous mangés. Amewala dit qu'on ne doit pas poser le problème dans le sens où si on attrape un voleur, il dira et les autres voleurs. Oui. Mais si moi j'ai volé une igname, que tu me mets en prison, mais tous ceux qui volent des ignames aussi. Du moins, si j'ai fait que je vole une igname, mais tous ceux qui ont fait qui voleront une igname, la situation sera problématique pour eux. Donc il faut que je m'interroge. Parce que c'est parce que j'ai eu fait que j'ai volé l'igname. Oh, il y a beaucoup de gens aussi qui auront fait comme moi. Si on ne fait rien. Mais ils auront volé comme moi. Donc faites en sorte qu'on ne puisse plus voler des ignames. Donnez-nous à manger pour ne pas qu'on ait faim. Ou apprenez-nous à cultiver tout simplement. Mais ce que j'aimerais... Voilà, ce que j'aimerais... Un instant, Benito, s'il te plaît, je vais rapidement dire. Flavio, vous restez en pause depuis longtemps. Il faut éviter de rester en pause trop longtemps parce que ça fait chuter le live. Donc, faut... Celui qui en pause, je le descends. Celui qui en pause, je le descends. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais dire, en sus de tout ce que tu as pu dire, oui. Et si tu me le permets, bien entendu, c'est que le cas de la BCEAO est une institution régionale qui est en Côte d'Ivoire. Et les moyens, sinon l'argent qui se trouve à la BCEAO, qui est en Côte d'Ivoire, qui est une institution régionale, n'était pas l'argent du Mali, du Burkina ou du Togo ou du Bénin. Non. C'était de l'argent de la Côte d'Ivoire qui se trouvait dans cette institution. Et le président Laurent Gbagbo est président jusqu'à quel moment? Il est président jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel fasse, comment on appelle ça, la cérémonie pour un autre président autre que lui. Ce qui n'était pas le cas à cette époque. Donc, bien entendu, toi, en tant que président, si tu ordonnes à une institution régionale qui est dans ton pays, qui a tes sous, qui a l'argent de ce pays, et que cette institution ne s'opère pas ou n'obéit pas, le président de la République a la latitude. Benito, je pense que Benito n'a pas compris l'intervention de Borsal. Benito, tu fais fausse route. Parce que ce que Benito tu dis n'a pas compris l'intervention de Versailles. Benito, ce que tu dis, si je fais une déduction, ça veut dire qu'on est d'accord que Ouattara a pris la décision pour éliminer Gbagbo et éliminer le président Thiam. Non. Dans un pays, le président de la République ne se permet pas tout. Il faut qu'on soit d'accord sur le principe. Mais pourtant, à cette époque, les banques étrangères, j'aimerais dire quelque chose, c'est pas là que j'allais terminer. Benito, un instant. Non, c'est pas là que j'allais terminer. Non, mais je pense que tu n'as pas compris son intervention. C'est pour ça que je veux dire par là, c'est que tu abordes dans ce sens-là. Il y avait des banques. Je pense que tu n'as pas compris son intervention. Il y avait des banques étrangères en Côte d'Ivoire qui ont refusé de faire le paiement des fonctionnaires alors que l'argent avait déjà été viré dans ces banques-là. Mais le président Laurent Gbagbo a nationalisé ces banques-là. Benito, en fait, l'intervention... Ça ne veut pas dire qu'il est à braquer. Un instant, s'il te plaît, Benito. Oui. L'intervention, moi, ce que je comprends de l'intervention de Borsal, c'est de dire que nous savons tous que les décisions contre le président Gbagbo et le président Thiam sont illégales. Mais on a Ouattara qui est là et qui les fait quand même. Donc, c'est ce qu'il faut dénoncer. Plutôt que de se taper dessus les uns les autres. Non, ça c'est clair. Ça, on est oui, en dans fait, cette démarche. Donc ça ne sert à rien de venir dire
Est-ce que celui-là s'est préparé? Pourquoi celui-là fait cette décision? Non, on n'est pas à ce stade-là. On est au stade où il faut dénoncer l'injustice, la combattre, et puis après, maintenant, si on veut, on va se taper dessus quand l'injustice sera combattue. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça que Borsaï veut parler. Je ne sais pas si je t'ai bien interprété, Versailles. Bien sûr, Borsaï, si tu veux Aket. revenir là-dessus. Merci, Aket. Donc, pour dire que, je voulais terminer pour dire que, concernant le contentieux, j'ai une interrogation que je me pose depuis quelque temps. On s'inscrit sur la liste électorale pour être électeur ou pour être candidat. Ou bien l'objectif principal de l'inscription sur une liste électorale, c'est être électeur ou être candidat. Parce que si c'est pour être électeur, alors, lorsque on saisit la CEI sur la légalité d'une inscription de l'individu et que la CEI dit l'individu il est inscrit régulièrement avec des documents réguliers. Avec des documents réguliers et que je ne peux pas radier cette personne, alors le débat il est clos. Mais à ce stade, le débat il n'est pas encore clos, puisque au requérant, on leur donne la possibilité d'aller contester la décision de la CEI. Ils vont devant le tribunal. Mais qu'est-ce que le tribunal a à faire? C'est de statuer sur la qualité d'électeur de l'individu sur la liste électorale. Mais la qualité d'électeur, comment elle se présente? Comment elle se prouve, elle se manifeste? Par le fait qu'on soit simplement ivoirien, qu'on ait triple nationalité ou pas, mais qu'on ait un attachement à la nationalité ou à la nation ivoirienne, on est inscrit sur la liste électorale. Donc, M. Thiam, malgré ses 1000 nationalités, il a une dans sa poche gauche qui est celle d'ivoirien. Avec celle-là, il s'inscrit sur la liste électorale pour être électeur. Et par conséquent, Madame la juge, elle devait demander le certificat de nationalité de M. Thiam et le document que la CEI demande pour s'inscrire sur la liste électorale. Il est fourni, elle dit, OK, la CEI vous a débouté, vous êtes venu. Moi, j'ai demandé au requérant les documents qu'il a pris pour s'inscrire sur la liste électorale. Il me les a approuvés. Extrait de naissance de son papa, son extrait de naissance, certificat de nationalité, les voici. Alors, il a le droit d'être sur la liste électorale. Maintenant, la qualité de il n'est pas ivoirien ou il est ivoirien, là, ça relève du Conseil constitutionnel. Au moment du dépôt de ces dossiers, il aspire à être candidat. Et là encore, le Conseil constitutionnel dit, par rapport au code électoral, que le jour du dépôt des dossiers du requérant, il doit être ivoirien exclusivement. Même s'il a 1 million de nationalités, mais ce jour-là seulement, il doit déposer son papier avec une seule nationalité. Mais cette condition, le président Thiam, il a rempli, puisque c'est défait de sa nationalité française. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on en ce moment? Comme les Anglais disent, c'est question, de quoi parle-t-on aujourd'hui, à ce jour? Quel est ce procès d'intention qu'on fait? Acclamation pour Borsaï. Si ce n'est que éliminer un individu. Pourquoi Benito est descendu? Peut-être qu'il est descendu lui-même. Pourquoi Benito est descendu? Benito, refais une demande, s'il te plaît. Refais une demande, s'il te plaît, parce que il faut qu'on finisse. Je lui ai envoyé la demande, je lui ai envoyé une invitation parce qu'il était dans les. Donc, pour répondre, l'élimination du président Thiam de la liste électorale n'est pas due à une impréparation. Non. Toute personne qui va évoquer cette thèse, c'est faux. L'élimination du président Thiam de la liste électorale n'est pas le fait d'une impréparation. Et pour chuter... Ne descendez pas Kwassagnon. Hein. Ne descendez pas Kwassagnon, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tout le monde est censé savoir que le combat judiciaire en Côte d'Ivoire est biaisé. Et face à ça, il nous faut une stratégie. Et c'est cette stratégie aujourd'hui dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, l'absence du président Thiam du territoire ivoirien aujourd'hui, elle n'est pas critiquable. Elle se justifie. Elle se justifie amplement. Parce que la seule chose aujourd'hui qui est capable de faire plier Ouattara et son équipe, c'est la voie que le président Thiam a choisie. Et c'est cette seule voie qui va faire plier le président Ouattara et ses juges et ses magistrats et autres. Et s'il fait, je voudrais solennellement, sur notre plateforme de TikTok, demander à Boutignon, fais-toi tête de file. Moi, je vais te seconder ou m'adjoindre. On va demander une audience au directeur Afrique du Quai d'Orsay
et au directeur Afrique de l'Élysée, on va aller les rencontrer avec un mémorandum bien écrit, parce que le président Thiam ne va pas lui seul mener le combat international, de la diplomatie internationale. On va aller au groupe auquel on va les rencontrer et puis leur poser le problème de l'injustice que vit le président Tidjane Thiam. Le Quai d'Orsay, quand ils vont nous recevoir là, c'est pas Thiam qui va recevoir, mais des Ivoiriens venus leur poser le problème. À l'Élysée, le directeur Afrique de l'Élysée va nous recevoir. On va faire la demande d'audience, on va déposer ça au secrétariat, ils vont nous recevoir. Et on va mener notre action aussi parallèlement à celle que le président Thiam mène. Ok, il faut qu'on la fasse. Merci. Donc, je te mandate de prendre la tâche pour qu'on puisse la faire. Ok, merci Borsal. Merci à vous tous. Merci. Alors, merci de bien vouloir tapoter le panel. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que bon, moi j'avais du mal à vous entendre parce que il y avait le son qui était saccadé. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Oui, j'entends bien maintenant, Ok, alors attendez. Ok, vas-y, descends. Je vais descendre parce que. Oui, Code, attends, je vais finir de. Non, je vais descendre simplement. Depuis matin, c'est avec toi. D'accord, ok, vas-y. Je n'ai pas quoi manger. Ok, bon appétit. À tout à l'heure. On est là moi je suis là jusqu'à 20h. Je suis là jusqu'à 20h parce que le sujet m'intéresse. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Je suis là jusqu'à 20h. Donc, le sujet m'intéresse. Donc, va manger puis tu reviens. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait monter Benito parce que c'est quelqu'un qui est très suivi. C'est un communicant du PPACI. Et j'avais envie de connaître un peu son point de vue. Il est venu, il nous a posé des questions auxquelles Borsal a répondu avec maestria. Mais moi, ce que je voudrais dire ici, à l'ensemble des gens qui nous écoutent, vous ne pouvez pas être Tidjane Thiam, quitter l'Europe, aller dans le marigot ivoirien sans être préparé. Tu ne peux pas avoir cette ambition présidentielle sans être préparé. Tout ce qui arrive actuellement au président Thiam, ce sont des obstacles auxquels il avait déjà pensé. Et quand il nous rencontrait ici au niveau de la diaspora, il le disait, je vais rencontrer beaucoup d'obstacles, mais je suis préparé. Donc, tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire, vouloir être président de la République et venir sur la pointe des pieds. Non. Tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire, vouloir venir briguer la présidence du PDCI RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, sans s'être préparé. Ceux qui vous disent ça là, enlevez-vous ça dans la tête. Monsieur Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA, c'est une sommité mondiale. Il a, en fait, il a pris toutes les garanties juridiques. J'ai dit bien juridiques pour venir présenter sa candidature. Le seul obstacle juridique qui était en face à lui, c'était sa double nationalité par rapport à la Convention et par rapport à la Constitution de Côte d'Ivoire. Quand il est venu avec sa double nationalité franco-ivoirienne, avec des papiers ivoiriens en bonne et due forme, qu'il a obtenu en 2020 auprès des autorités ivoiriennes. Son certificat de nationalité date de 2020. C'est ce document qu'il a pris pour établir son passeport. Ce sont ces documents qu'il a pris pour aller se faire enrôler sur la liste électorale. Mais on ne savait pas qu'il y avait une espèce d'entourloupe qu'ils allaient franchir un Rubicon. Le Rubicon, c'est lequel? C'est d'aller jusqu'à dénier aujourd'hui la citoyenneté au petit-fils du feu Boigny. Mais ça encore, il avait anticipé. Et là, l'affrontement sera vraiment frontal et brutal. Donc, le président Thiam est préparé à toutes les éventualités. Vous comprenez? Voilà. Les obstacles qu'ils sont en train de mettre sur son chemin, il va les franchir un à un. Quand il est arrivé, on dit que non, il a vécu trop longtemps en Europe, il connaît pas la Côte d'Ivoire, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais moi, je vais vous rassurer et je vais vous mettre à l'aise. Le président Tidjane Thiam, malgré toutes vos acrobaties juridiques, il sera bel et bien candidat en 2025 en Côte d'Ivoire. Et on n'est même pas certain que le président de la République actuelle soit encore sur la liste, soit encore candidat pour un énième mandat. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire à mes amis du PPACI et à tous les amis de l'opposition, on est en face d'une bataille qui ne concerne pas le PDCI RDA.
c'est une bataille qui concerne toute la Côte d'Ivoire pour la dignité humaine. Parce que quand Idi Thiam est venu en Côte d'Ivoire, son premier discours était de mettre l'Ivoirien au centre du débat. C'est ça, il est question. Redonner la dignité aux Ivoiriens. Il a fait un discours à Yopougon, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a dit, son adversaire, c'est le parti de la division. Son adversaire, c'est le parti de l'exclusion. Et aujourd'hui, on se rend compte que la justice ivoirienne est instrumentalisée à des fins politiques. Et ce combat-là, nous allons le mener, mais avec des arguments juridiques et sur le plan strictement politique. Parce que le PDCI-RDA, c'est toujours inscrit dans cette lutte politique. C'est de ça les questions. Voilà. Donc, merci bien de vouloir tapoter le live parce que on est là pour expliquer les choses. On n'est pas là pour venir se plaindre et pour se morfondre. Tout ce qui est là, ce sont des choses que nous savions parce que ils veulent nous empêcher de dire la vérité. Ils veulent nous empêcher d'accéder au pouvoir d'État parce que on veut changer les choses en Côte d'Ivoire. Quel est ce pays? Quelle est cette démocratie où des gens ne peuvent même pas manifester? Quelle est cette démocratie où des gens, c'est-à-dire des Ivoiriens, n'ont plus le droit d'être inscrits sur la liste électorale parce que un article 48 qui n'avait jamais été appliqué auparavant vient sortir du chapeau. Mais moi, je pense qu'ils ont tiré à terre. Voilà. Donc, calmez-vous, soyons focus, soyons sereins. C'est un combat pour la dignité ivoirienne et pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie. Parce que la décision du 22 avril dernier est une décision qui menace directement la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Merci, je fais mon micro. Grand frère Bitignon, si tu permets, il y a un élément que Borsal a dit tout à l'heure qui est très important, sur lequel je voulais appuyer son propos. Quand il posait la question si le juge se prononçait sur la qualité d'électeur ou bien sur la qualité de candidat aux élections. J'en veux pour preuve que la fameuse jurisprudence Tioté que tout le monde essaie de pouvoir appeler. Si les gens se rappellent bien, la jurisprudence Tioté, c'est le Conseil constitutionnel donc qui a tranché dans le cas d'une candidature à la députation. Ce n'est pas un procédé de contentieux. Donc c'est-à-dire que le juge qui était compétent à cette époque-là, pour pouvoir donner des décisions sous la base de la nationalité ou pas d'une personne, c'était le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est un juge du contentieux qui doit normalement regarder seulement les conditions. Je dis bien les pièces. Lui, il reprend seulement les pièces qu'on donne pour vérifier s'il y a une exactitude des pièces et vérifier si la personne s'est inscrite soit frauduleusement, donc avec des papiers erronés, ou avec des documents officiels. C'est ce qu'on appelle un jugement sur pièce. C'est ça, une décision sur pièce. C'est uniquement sur pièce. Et la CEI a donné son verdict comme ça parce que la CEI, justement, prend uniquement les pièces, les regarde et te déboute parce qu'ils te disent que voilà les pièces qui ont été montrées, la personne était ivoirienne, a déposé, s'inscrit régulièrement. Le mot est exact. Régulièrement, c'est-à-dire que les papiers qu'il avait étaient réguliers. Donc le juge aussi, pareil, devait être dans le même procédé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la jurisprudence où il y a un conseil constitutionnel. Aujourd'hui, si on était parti devant le conseil constitutionnel et que le conseil constitutionnel invalidait la candidature du président Tidjane Thiam, c'était un autre élément, c'était un autre débat. Mais là, on parle d'un juge du contentieux qui se juge compétent à déclarer une personne ivoirienne ou pas. Et ça ne gêne personne. Bon, on continue dans ce fameux simulacre-là, où les gens veulent continuer et je vois des gens applaudir, c'est normal, parce que eux, ils sont de choses du RAGP, mais j'ai bien aimé aussi la conclusion, à la fois de toi, grand frère Bitignon, et de Borsal. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de venir se questionner sur est-ce que tu as mieux préparé ça, parce que Borsal même l'avait dit, que tu sois préparé depuis 87, depuis 88, depuis 89, depuis 90, il n'empêche que tu as devant toi des gens qui sont résolument, et je dis bien résolument, convaincus, qui veulent t'enlever sur la liste afin de partir seul. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Ils trouveront le moyen de faire ce qu'ils ont envie de faire et de pouvoir le légitimer. Nous, notre rôle, c'est de venir dénoncer l'injustice. On va pas venir glorifier la personne qui fait l'injustice en se disant « Ah, mais toi, tu t'es pas bien préparé, c'est pour ça qu'il a fait l'injustice. » Non, les amis. On réfléchit pas comme ça. Il faut qu'on se dise s'il y a une injustice, c'est l'injustice qu'on dénonce.
Parce que je vois beaucoup de gens dire, et ça c'est ma dernière phrase, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en train de dire, ah, vous savez pas, Alassane Ouattara, vous-même vous avez oublié ou quoi, Alassane Ouattara, c'est un fait stratège, c'est un truc. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de faire quoi? C'est une inversion maintenant de choses, des valeurs. C'est-à-dire, c'est le bourreau qu'on glorifie parce qu'il est bourreau. Et donc, ceux qui sont victimes, on vient taper sur eux parce que et finalement, ils n'ont pas su dribbler les attaques du bourreau. Soyons sérieux. On est dans un état sérieux, soyons sérieux. Merci en tout cas. Dernière motion, je descends. Merci à Franck. Merci à Franck. Il y a des idiots qui sont en bas qui en rigolent, mais je veux leur dire que le dernier mot c'est à nous. Le dernier mot c'est à la vérité. Donc